Ma mère s'est moquée de moi au dîner, on t'a invité seulement par pitié. Ne reste pas longtemps. Mon frère Harry, tu es un raté. Ils m'ont invité au dîner du Nouvel An juste pour m'humilier. J'ai simplement souri, pris une gorgée de ma boisson et je suis parti en silence. Une semaine plus tard, le chalet familial a été vendu. Les comptes joints ont été clôturés. Puis les relevés bancaires ont commencé à arriver. Je m'appelle Jenna. J'ai 29 ans. Et le soir du réveillon du Nouvel An, ma propre mère m'a invité à dîner, juste pour pouvoir me mettre en pièces. L'endroit était agréable. Tout le monde s'était mis sur son 31. Des coupes de champagne partout. Et j'ai vraiment pensé que, peut-être, cette année serait différente. Puis, elle s'est penchée vers mon oreille et a chuchoté, presque doucement, nous ne t'avons invité que par pitié. Ne reste pas trop longtemps, d'accord? Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu, jusqu'à ce que je voie ce petit sourire en coin, amusé, sur son visage. Mon frère a éclaté de rire à table et a lancé, j'étais, en gros, la ratée de la famille, celle qui n'a jamais réussi, celle qu'ils ont dû secourir et cacher. Quelques proches ont gloussé. Quelqu'un n'a marmonné qu'au moins, j'étais arrivé à l'heure pour une fois. C'était comme s'ils s'étaient tous mis d'accord pour dire que j'étais la blague de la soirée. Je suis resté assise là, tenant mon verre, sentant chaque mot atterrir comme un coup de poing. Et puis, quelque chose en moi est devenu très, très calme. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé pourquoi ils continuaient à m'utiliser comme un faire-valoir pour se sentir supérieur. J'ai souri, j'ai pris une lente gorgée de mon verre, je l'ai reposé, et je leur ai dit que je devais me lever tôt le lendemain. Pas de drame, pas d'esclandre. Je suis sorti de ce restaurant, seul, dans l'air froid, avec leur rire résonnant encore derrière moi. Ils pensaient que je partais parce que j'étais faible. Ils n'avaient aucune idée que, ce soir-là, j'avais finalement atteint ma limite. Ils n'avaient aucune idée qu'une semaine plus tard, le chalet familial douillet qu'ils aimaient tant aurait disparu. Que les comptes dont ils dépendaient seraient fermés, et que ces jolis relevés bancaires commenceraient à affluer. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin, je vous raconterai exactement comment un dîner de Nouvel An s'est transformé en la semaine où leur argent a disparu. Une semaine après ce dîner du Nouvel An, j'étais assise sur le canapé affaissé de mon minuscule appartement à Seattle, quand mon téléphone est devenu fou. D'abord, juste un appel de ma mère, puis un autre, puis 3, coup sur coup, depuis son portable. J'ai laissé la messagerie répondre à tout. 30 secondes plus tard, le nom de mon frère a clignoté sur l'écran. Puis encore, et encore. Alors qu'il vibrait dans ma main, mes notifications par email ont explosé avec de nouveaux messages de la banque. Des objets comme avis urgents, modification de compte, relevé disponible, illuminaient l'écran de mon ordinateur portable. J'ai fini par répondre à l'un des appels de ma mère, et tout ce que j'ai entendu, c'était une respiration paniquée et sa voix montant dans ce registre hystérique, qu'elle ne réserve d'habitude qu'au moment où quelque chose menace son image. « Jenna, qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle hurlé. « Tu as la moindre idée de ce qui se passe. Le chalet a disparu. Tu me comprends ? Disparu. Il y a des étrangers au lac Chelan qui disent être les nouveaux propriétaires. Ils ont des papiers avec ton nom partout dessus. » Puis elle a sauté à la crise suivante, sans même reprendre son souffle. La banque dit que certains de nos comptes sont fermés. Les comptes joints. Ceux sur lesquels tu étais. Les prélèvements automatiques ont été rejetés. Il y a des frais. Ton père est furieux. Qu'est-ce que tu nous as fait? En arrière-plan, je pouvais entendre mon père, Martin, aboyer quelque chose que je ne comprenais pas tout à fait, et ma mère crier en retour qu'elle essayait d'arranger ça. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé ces mots flotter là, pendant que je regardais le ciel gris de Seattle et la pluie glisser sur la fenêtre. Un autre appel a commencé à vibrer. Cette fois, mon frère Ryan. J'ai raccroché au nez de ma mère et j'ai regardé son nom pulser sur l'écran. Comme je ne décrochais pas, il est passé au SMS. De longs paragraphes furieux apparaissaient l'un après l'autre. Tu as plombé mon score de crédit. Tu réalises au moins ce que ça fait à mes clients. Tu as saboté mes projets d'été, nos voyages en famille, tout. Comment peux-tu être aussi égoïste? Puis celui qui m'a fait rire aux éclats, tout ça parce que tu n'as pas supporté une blague inoffensive au dîner. J'ai posé ma tête en arrière sur le canapé et j'ai fermé les yeux. Une semaine plus tôt, j'étais sorti de ce restaurant avec l'impression que quelqu'un avait plongé la main dans ma poitrine pour appuyer sur un interrupteur.
Je suis rentré chez moi, dans mon petit appartement aux meubles d'occasion et aux tasses dépareillées, j'ai jeté mes clés sur le comptoir, et je suis resté là 1 minute, à écouter le silence. Mes mains tremblaient encore quand j'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à ressortir tout ce que j'avais un jour signé pour cette famille. De vieux emails de la banque, des copies numériques d'actes de propriété, des captures d'écran de messages de mon père et de mon frère disant « Signe juste ça, c'est pas grand-chose ». J'ai sorti le dossier usé que je gardais au fond de mon placard, celui avec les copies papier de documents que je n'avais jamais vraiment compris, mais que j'avais signés quand même, simplement parce qu'ils disaient que c'était pour la famille. Ce soir-là, je les ai enfin lus. Vraiment lus. Le chalet au lac Chélan, cet endroit dont ils adoraient se vanter auprès de leurs amis, n'était pas seulement à mon nom pour des raisons fiscales, comme ils me l'avaient dit. Il était à mon nom. Point final. Ma signature, ma propriété. La ligne de crédit d'urgence familiale, que Ryan avait ouverte il y a des années après qu'une de ses affaires ait mal tourné, me listait par hasard comme co-emprunteur. Le compte joint, que ma mère jurait être juste pour « t'aider à construire ton crédit », avait été utilisé pour payer leurs vacances, leur surclassement, leur vie parfaite. Page après page, il devenait douloureusement clair que je n'étais pas la ratée impuissante qu'il dépeignait au dîner. J'étais le filet de sécurité financier dont il s'était discrètement enveloppé. À un moment donné, j'ai attrapé un stylo et un carnet vierge, et j'ai écrit 3 mots en haut d'une nouvelle page, « Reprends tout ». En dessous, j'ai commencé une liste. Numéro 1, le chalet. Numéro 2, chaque compte joint avec mon nom dessus. Numéro 3, chaque prêt ou facture auquel j'avais été lié sans avoir vraiment le choix. Je ne connaissais pas encore toutes les étapes, mais je savais que je n'allais pas les laisser continuer à m'utiliser. J'ai pensé à la seule personne de confiance qui comprenait vraiment ces choses-là. Ma vieille amie de fac, Maya, aujourd'hui avocate en ville. Alors que mon téléphone vibrait de colère dans le présent, avec ma mère gémissant à propos d'étrangers dans son chalet et mon frère me blâmant pour la chute de son score de crédit, j'ai baissé les yeux vers ce même carnet sur ma table basse. Les 3 premiers éléments de cette liste étaient maintenant soigneusement rayés. Il m'avait invité à dîner juste pour m'humilier. Il pensait que j'avalerais la couleuvre comme je le faisais toujours. Au lieu de cela, 1 semaine plus tard, ils sentaient enfin ce que c'était que de vivre avec les conséquences de leur propre signature. Le lendemain de ce dîner, quand l'humiliation s'était finalement transformée en quelque chose de plus froid et de plus tranchant, j'ai appelé Maya. Nous n'avions pas parlé depuis quelques mois, la vie était devenue chargée, mais elle a décroché à la 2e sonnerie comme elle le faisait toujours. Son visage est apparu sur l'écran de mon ordinateur. Cheveux en chignon désordonnés, sweat à capuche surdimensionnée, l'exact opposé des gens polis et soignés avec qui j'avais dîné la veille. Elle a souri au début, disant qu'elle comptait m'appeler de toute façon. Puis son sourire s'est effacé quand elle a vu ma tête. « Qu'est-ce qui s'est passé, Jen ?» a-t-elle demandé. Alors, je lui ai raconté. Je lui ai parlé du dîner, des chuchotements et des blagues, et comment ce n'était même pas la première fois, juste la plus bruyante. Je lui ai raconté comment, chaque fois que l'entreprise de mon frère avait un hockey, mon nom se retrouvait, d'une manière ou d'une autre, sur une nouvelle faveur. J'ai vu son expression passer de l'inquiétude à quelque chose de plus concentré, alors que je tournais la caméra pour lui montrer les piles de documents étalés sur ma table basse, actes de propriété, relevés de prêt, résumés de comptes joints, tous avec mon nom imprimé proprement à des endroits où je me souvenais à peine avoir signé. Maya est passée du mode ami au mode avocate en 2 secondes environ. Ralenti, a-t-elle dit. Explique-moi ce qu'est chacun de ces documents. Nous avons procédé ligne par ligne. L'acte du chalet au lac Chélan, où mes parents avaient toujours prétendu que mon nom figurait parce que tes grands-parents voulaient que tu aies l'impression que c'était aussi à toi. Mais quand Maya a zoomé sur la copie scannée que je lui avais envoyée par email, elle a juré dans sa barbe. Jenna, a-t-elle dit, ce n'est pas pour des raisons fiscales. Cet acte dit que tu es la propriétaire, pas la copropriétaire. Propriétaire. Elle m'a interrogé sur la ligne de crédit conjointe avec Ryan, celle qui avait été ouverte juste pour les urgences. Je lui ai raconté comment je n'avais jamais vu un seul relevé, sauf quand quelque chose allait mal. Comment mes parents me congédiaient d'un geste si je posais trop de questions. Elle m'a fait ouvrir le tableau de bord de la banque en ligne et partager mon écran. Elle m'a fait défiler des transactions qui se lisaient comme le résumé des meilleurs moments de leur vie, vol, séjour à l'hôtel, surclassement, achat de vacances, le tout sous un compte lié à mon numéro de sécurité sociale. Plus nous cliquions, plus ma poitrine se serrait. Finalement,
Maya s'est adossée à sa chaise et s'est frotté le front. D'accord, a-t-elle dit. Voici ce qu'on ne va pas faire. On ne va pas faire exploser ta vie juste pour se venger. On va suivre les papiers. On va faire ça proprement. Elle m'a fait ralentir assez longtemps pour prendre des notes, comme s'il s'agissait d'une réunion client et non juste de deux vieilles amies qui discutent. Le chalet, m'a-t-elle expliqué, était légalement le mien. Si je choisissais de le garder, de le retaper, de le louer ou de le vendre, c'était ma décision. Les comptes joints, disait-elle, étaient plus délicats, mais tout de même assez clairs. Si mon nom y figurait, j'avais le droit de les fermer ou de me retirer, surtout si je pouvais prouver qu'ils avaient été ouverts sous pression ou sans consentement total. J'ai demandé très doucement si cela signifiait que je pouvais débrancher le filet de sécurité financier qu'ils avaient construit autour de moi, sans me le dire. Maya a hoché la tête. Tu ne dois à personne l'accès à ton crédit ou à ton nom, pas même à ta famille, a-t-elle dit. S'ils voulaient jouer au grand financier, ils auraient dû utiliser leur propre signature, pas la tienne. Puis elle a hésité, se mordant la lèvre une seconde avant d'ajouter, il y a une chose que tu pourrais faire qui les frapperait là où ça fait mal. Mais tu dois être sûr de vouloir aller aussi loin. Elle m'a parlé d'un acheteur payant comptant qu'elle connaissait, un couple du monde de la tech qui cherchait depuis toujours une résidence secondaire dans cette zone exacte. Quelqu'un qui pouvait agir vite et payer proprement si le bon endroit se présentait. Le genre d'offre dont des gens comme mes parents se vanteraient pendant des années, si c'était eux qui la faisaient. Si tu veux vraiment en sortir, a dit Maya, je peux les appeler. On peut mettre le chalet en vente discrètement, préparer les papiers et conclure rapidement. Légalement, ils ne peuvent pas faire grand-chose si l'acte dit ce que je pense qu'il dit. Je suis restée assise là, à me mordiller l'intérieur de la joue, pensant aux étés dans ce chalet avec mes grands-parents. Les seules personnes qui ne m'ont jamais fait sentir que j'étais la déception de la famille. J'ai pensé à mes parents utilisant cet endroit comme toile de fond pour des photos de famille parfaites, les publiant en ligne comme si j'étais juste trop occupé pour rejoindre leur vie merveilleuse. Le vendre donnait l'impression de découper le seul souvenir doux que j'avais avec eux, mais le laisser entre leurs mains semblait pire. J'ai demandé à Maya ce qui arriverait au reste si on faisait les choses à sa manière. Elle a exposé le plan comme une simple recette. D'abord, on prépare la vente du chalet et on fixe une date de clôture. Ensuite, on contacte les banques pour fermer chaque compte joint et me retirer de tout ce à quoi je n'aurais jamais dû être lié. Ensuite, on documente tout. Chaque appel, chaque email. S'ils essaient de s'en prendre à moi, on montre exactement comment ils ont utilisé mon nom et mon crédit pendant des années. Au moment où elle a fini, mon carnet était plein de lignes, de flèches et de puces. Le mot mien était encerclé 3 fois autour du chalet. J'ai regardé cette page désordonnée, puis l'écran. Je ne veux pas les détruire, ai-je dit doucement. Je veux juste qu'ils arrêtent. Maya a soutenu mon regard et a répondu, parfois, la seule façon pour que des gens comme ça arrêtent, c'est quand les conséquences atterrissent enfin sur leur propre paillasson. Tu ne les voles pas, Jenna. Tu reprends ton propre nom. Je suis restée assise avec cette idée pendant une longue minute, le silence s'étirant entre nous. Finalement, j'ai hoché la tête. Appelle tes acheteurs, ai-je dit. Voyons à quelle vitesse ils peuvent bouger. Maya n'a pas perdu de temps. Le lendemain matin de notre appel, elle m'a envoyé un court message qui m'a retourné l'estomac, ils sont intéressés. Tu peux nous rencontrer cet après-midi? 2 heures plus tard, j'étais assise dans un coin calme de son bureau, un dossier sur les genoux, pendant qu'elle montrait à un couple d'une trentaine d'années des photos du chalet du lac Chélan sur son ordinateur. Ils étaient exactement le genre de personnes à qui mes parents auraient adoré vendre, polis et enthousiastes, parlant d'été au bord du lac et peut-être de le louer comme retraite créative pour des techniciens. Il y avait une part de moi qui voulait claquer l'ordinateur et leur dire non, que cet endroit était trop emmêlé dans ma vie pour le céder aussi facilement. Mais chaque fois que cet instinct montait, j'entendais à nouveau la voix de ma mère à ce dîner, le mot pitié s'enroulant comme de la fumée dans mon oreille, et le rire de Ryan quand il m'avait traité de raté. Alors à la place, j'ai écouté. Maya a exposé les choses clairement. La propriété était à mon nom, les taxes à jour, aucun privilège. Les acheteurs avaient leur financement prêt, mais ils avaient aussi assez de liquidités pour bouger vite si besoin. Quand elle leur a annoncé le prix que nous pensions raisonnablement demander, j'ai vu leurs yeux briller de ce regard affamé qui dit « c'est une bonne affaire ». En 1 heure, nous rédigions une offre. Alors que nous parcourions chaque page, Maya prenait le temps de traduire le jargon juridique en français courant pour moi. « C'est ici que tu reconnais être la seule propriétaire »,
a-t-elle dit en tapotant un paragraphe. C'est ici que tu acceptes de transférer le titre. Si tu signes, ce n'est plus à eux de contrôler, Jenna. C'est ta décision, ta vente. Ma main a tremblé un peu quand j'ai pris le stylo, mais j'ai signé quand même. Au moment où j'ai quitté son bureau, le chalet qui avait été brandi au-dessus de ma tête pendant des années, comme preuve de la générosité de ma famille, était en passe d'appartenir à quelqu'un qui ne connaissait même pas le nom de mes parents. Cet après-midi-là, je suis rentré chez moi et j'ai ouvert mon ordinateur pour m'attaquer à la deuxième partie de la liste, les comptes joints. J'ai commencé par le plus facile à digérer, la carte de crédit familial qui avait été utilisée pour tout, des vacances à la plage aux notes de restaurant que je n'avais jamais vues. J'ai appelé la banque, donné mes infos, et demandé quelles étaient mes options pour la fermer. La femme au bout du fil était polie, de cette manière détachée propre au service client, jusqu'à ce qu'elle ouvre le compte et réalise qui j'étais. « Oh » a-t-elle dit, « vous êtes la titulaire principale. » J'ai cligné des yeux. « Attendez, quoi ? On m'avait toujours dit que mon nom y figurait pour « aider à construire ton crédit ». Personne n'avait mentionné que c'était techniquement mon compte, avec mes parents et Ryan ajoutés comme utilisateurs autorisés. Une fois que j'ai compris ça, la conversation a changé. Je lui ai dit très calmement que je voulais fermer la carte complètement. Elle m'a mis en garde au sujet du solde, du fait qu'il faudrait le rembourser, et que les utilisateurs autorisés seraient notifiés. J'ai écouté, acquiescé là où je devais acquiescer, et répété que oui, je comprenais, et oui, je voulais toujours la fermer. Ensuite, il y avait la ligne de crédit que Ryan avait ouverte après qu'une de ses premières affaires ait mal tourné, celle qu'on m'avait vendue comme « juste un truc à court terme », juste jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Le banquier lors de cet appel a confirmé ce que Maya soupçonnait. J'étais co-emprunteuse, entièrement responsable. Ryan était celui qui l'utilisait comme un guichet ouvert. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste dit que je voulais que mon nom soit retiré et que le compte soit gelé jusqu'à ce que la banque puisse évaluer le risque sans mes informations attachées. Ils ont résisté au début, puis ont cédé quand j'ai cité quelques phrases que Maya m'avait données sur le consentement et l'abus. Un par un, j'ai avancé dans la liste. Les factures d'électricité du chalet sous mon numéro de sécu. Un compte chèque de secours que mes parents avaient ouvert avec mon nom et leur argent, l'utilisant comme un compte de passage pour les dépenses afin de faire flotter l'argent entre les comptes. Chaque fois qu'un représentant me disait que mon nom figurait sur quelque chose que je me souvenais à peine avoir signé, c'était comme une petite gifle. Chaque fois que je fermais quelque chose avec succès ou que je me retirais, c'était comme faire un pas de plus hors d'un filet dans lequel je n'avais pas réalisé être emmêlé. J'ai tout documenté, exactement comme Maya me l'avait dit. J'ai sauvegardé les journaux d'appel, les emails de confirmation, les captures d'écran des modifications de compte. Cela semblait mesquin au début, comme si je montais un dossier contre ma propre famille. Mais au fil de la journée, cela a commencé à ressembler à autre chose. C'était la preuve que je n'étais pas folle, que je n'avais pas imaginé la façon dont ils avaient discrètement câblé leur sécurité financière à mon identité. Quand je me suis finalement reculé de mon ordinateur, le soleil dehors s'était fondu dans ce gris sombre du soir à Seattle. Mon carnet était ouvert à côté de moi, les 3 premiers éléments de ma liste rayés à l'encre épaisse. Le chalet, vendu en attente de clôture. La carte de crédit commune, prête à être fermée. La ligne d'urgence avec Ryan, gelée, en cours d'examen. Dans un univers parallèle, je savais qu'ils étaient probablement encore assis dans leur maison confortable, se disant que j'étais dramatique, que je ne ferais jamais rien vraiment. Dans celui-ci, leur refuge préféré changeait déjà de main, et les comptes qu'ils traitaient comme des filets de sécurité invisibles venaient d'être arrachés. J'ai fixé les mots griffonnés sur la page, puis la pile de documents sur ma table. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti quelque chose ressemblant à du contrôle s'installer dans ma poitrine. Je n'avais pas élevé la voix. Je n'avais pas fait de scène. Tout ce que j'avais fait, c'était signer mon propre nom et dire un mot simple qu'ils n'avaient pas l'habitude d'entendre de ma part, non. Fermer ses comptes et signer la vente du chalet aurait dû marquer la fin de l'histoire. Mais avec ma famille, rien n'était jamais aussi simple. Maya répétait la même chose chaque fois que je lui envoyais une mise à jour par SMS, des traces écrites, « Jenna, protège-toi ». Elle avait raison. Mes parents étaient le genre de personnes qui se cachaient derrière des expressions comme « loyauté familiale », jusqu'à ce que cela les arrange de prétendre que nous n'étions que des relations d'affaires. Si je voulais que cela tienne, j'avais besoin de quelque chose de plus officiel que des appels téléphoniques et des captures d'écran.
Je devais entrer dans le monde auquel ils faisaient le plus confiance, les avocats et la paperasse. Alors, quelques jours après avoir commencé à retirer mon nom de partout, j'ai appelé la seule personne en qui mes parents avaient presque autant confiance qu'en eux-mêmes. L'homme qui rédigeait leur testament et gérait leur planification successorale depuis des années. Harold Wheeler. En grandissant, j'avais vu son nom sur des enveloppes sur le comptoir de la cuisine et entendu mon père se vanter qu'Harold était le meilleur, qu'il s'assurait que tout sera propre quand on sera parti. J'avais toujours supposé que cela m'incluait, d'une manière chaleureuse et floue. Maintenant, je me demandais si cela signifiait autre chose. Quand j'ai appelé son bureau et donné mon nom, il y a eu une pause, puis un changement de ton quand la réceptionniste a réalisé que je n'appelais pas de la part de mes parents. Elle m'a mise en attente, puis est revenue en disant que M. Wheeler avait un créneau plus tard cette semaine si je pouvais venir. Je le pouvais. Le jour de la réunion, je suis entré dans un bureau du centre-ville qui ressemblait à l'intérieur de la tête de mes parents. Bois sombre, certificats encadrés, art de bon goût qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Harold lui-même était plus vieux que dans mes souvenirs, ses cheveux plus clairsemés, ses lunettes plus épaisses, mais sa poignée de main était tout aussi ferme. « Jenna, a-t-il dit, ta mère n'a pas mentionné que tu passais. » J'ai souri et lui ai dit que c'était un peu le but. Nous nous sommes assis et j'ai fait ce que j'avais fait avec Maya. J'ai exposé l'histoire, le chalet, les comptes, la façon dont mon nom avait été utilisé. Je n'ai pas mentionné le dîner. Je m'en suis tenu aux faits et à la paperasse, poussant un dossier soigneusement organisé sur son bureau brillant. Pendant un moment, il a fait ce truc que font les vieux avocats, émettant de petits bruits dans la gorge et tapotant les pages avec un stylo pendant qu'ils réfléchissent. Puis il a sorti le vieux testament de mes grands-parents, celui qui avait laissé la propriété du lac Chelan à Jenna, pour son avenir. Sur le papier, cela semblait simple. En pratique, mes parents l'avaient traité comme s'ils en étaient propriétaires, et j'avais juste de la chance d'y être invité. Harold a froncé les sourcils en comparant ce document aux plans successoraux plus récents que mes parents avaient établis. Quelque part en cours de route, mon nom avait été discrètement déplacé. Pas supprimé, mais replié avec d'autres actifs d'une manière qui faisait croire que ce qui était à moi était aussi à eux. Il n'a pas prononcé le mot fraude à voix haute, mais sa mâchoire s'est serrée d'une façon qui me disait qu'il le pensait. Il a posé des questions sur les comptes joints. Je lui ai montré où j'avais déjà commencé à fermer des choses, comment la banque avait confirmé que j'étais titulaire principal sur certains d'entre eux. J'ai observé le moment où il a compris que, si quelqu'un regardait de près, il pourrait être celui qui se tenait entre mes parents et une conversation très gênante avec un régulateur. Il a enlevé ses lunettes, les a nettoyées lentement, puis a dit très soigneusement, « Jenna, je conseille tes parents depuis longtemps. Je les ai toujours encouragés à garder les choses claires et équitables. Il semble que leur mise en œuvre n'ait pas été aussi transparente que je l'aurais espéré. » Langage d'avocat pour dire, ils ont joué au plus malin et ont traîné ton nom dans des endroits où ils n'avaient rien à faire. Je lui ai demandé sans détour ce que cela signifiait pour moi. Il m'a surprise en répondant tout aussi franchement. Cela signifie, a-t-il dit, que nous corrigeons le tir. Nous reconnaissons par écrit ce qui était voulu par tes grands-parents et ce qui s'est réellement passé avec ton nom et ton crédit. Cela signifie aussi, pour mon propre bien, que si quelqu'un vient poser des questions, il y aura un dossier clair montrant que je leur ai conseillé de rectifier les choses. Nous avons passé la demi-heure suivante à passer en revue les mises à jour qu'ils pouvaient faire. Des ajustements au plan successoral qui reflèteraient la valeur du chalet comme étant correctement la mienne, même maintenant que je le vendais. Un langage clarifiant que toute dette liée à certaines lignes de crédit relevait de la responsabilité de mes parents et de mon frère, pas de la mienne. Ils se protégeaient, bien sûr. Mais en faisant cela, ils me protégeaient aussi, peut-être pour la première fois. Quand j'ai quitté son bureau, j'ai eu l'impression d'avoir déplacé silencieusement l'une des plus grosses pièces sur l'échiquier. Ma famille adorait avoir des gens comme Harold de leur côté. Maintenant, au mieux, il était neutre. Au pire, il était un témoin. Dans le bus du retour, alors que la ville défilait en gris et en vert, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai fixé une boîte de statuts vierges sur Facebook. Pendant des années, mes parents avaient utilisé les réseaux sociaux comme leur machine de relations publiques personnelles. Des photos de vacances parfaites au chalet. Ryan en costume sur mesure trinquant sur des toits terrasses. Ma mère postant des selfies avec des légendes sur les « bénédictions » et la « gratitude ». Tout cela pendant que j'étais coupé du cadre dans la vraie vie. Je n'allais pas écrire un fil de dénonciation. Ce n'était pas mon style.
Mais j'en avais fini de les aider à maintenir l'illusion. Alors j'ai tapé quelques lignes simples. Parfois, on grandit en pensant que certaines choses sont des cadeaux de famille, ai-je écrit, alors qu'en réalité, votre nom et votre crédit sont utilisés comme filet de sécurité sans que vous ne compreniez jamais les risques. Cette année, j'ai enfin lu les petits caractères. Je reprends ce qui m'appartient légalement. Et je ne signerai plus jamais rien que je ne comprenne pas totalement. J'ai cliqué sur publier. Pas de nom, pas de drame, juste la vérité. Sur un ton assez calme pour que quiconque extérieur à la situation le lise comme une vague réflexion. En quelques minutes, les commentaires ont commencé. De vieux amis, des camarades de fac, des gens qui me connaissaient mais connaissaient aussi mes parents à travers leur vie mise en scène, sont intervenus. Fier de toi pour avoir posé des limites. Ça me parle tellement. Il s'est passé quelque chose? Tu vas bien? Puis les réactions dont je savais qu'elles piqueraient le plus. Quelques amis d'église de ma mère ont commenté avec de petits émojis cœur et écrit des choses comme « Tu es si courageuse de parler, ma chérie. » La famille peut être compliquée. Je prie pour toi. En d'autres termes, de la sympathie publique. La seule chose que mes parents ne pouvaient pas supporter de perdre. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma mère dans les 10 minutes. Qu'est-ce que ce post est censé vouloir dire? Enlève-le tout de suite. Tu nous fais passer pour des monstres. Quelques minutes plus tard, un texto de Ryan. Efface ça. Les clients peuvent voir ce que tu postes. Tu as une idée d'à quel point ça nous fait mal voir? J'ai fixé leur message, la façon frénétique dont ils se concentraient non pas sur ce qu'ils avaient fait, mais sur la façon dont cela pourrait être perçu. Pour la première fois de ma vie, je n'ai rien fait. Je n'ai pas supprimé le post. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé là, un petit drapeau au milieu de mon fil d'actualité autrement calme. Ils avaient utilisé mon nom en privé pendant des années pour soutenir leur train de vie. Tout ce que j'avais fait, c'était commencer à utiliser ma voix en public pour le réclamer. Et à voir leur réaction, on aurait cru que j'avais mis le feu à la maison. La vérité, c'est que je n'avais même pas encore commencé. Ryan a débarqué 2 jours après ma publication, martelant la porte de mon appartement comme s'il essayait de la faire sortir de ses gonds. Je venais de m'asseoir avec une tasse de café et mon ordinateur quand les coups ont commencé, suivi de sa voix hurlant mon nom dans le couloir. J'ai ouvert la porte juste assez pour bloquer la majeure partie de la vue avec mon corps. Il a quand même fait ce scan automatique de chez moi. De toute façon, ses yeux ont balayé mes meubles d'occasion et la pile de notes de jeu sur ma table avec ce même vieux tic de jugement dans la mâchoire. Tu trouves ça drôle, a-t-il aboyé en agitant son téléphone sous mon nez. Tu as complètement atomisé mon score de crédit. Un client s'est retiré d'une affaire ce matin parce qu'ils ont fait une vérification de routine et ont vu une activité inhabituelle. Qu'est-ce que tu as foutu? Je lui ai dit calmement que je m'étais retiré de compte qui n'aurait jamais dû avoir mon nom en premier lieu. Que j'avais gelé une ligne de crédit qu'on m'avait piégé à co-signer, que j'avais fermé une carte dont j'étais la titulaire principale sans mon consentement. Il a ricané comme si j'avais dit quelque chose de ridicule. Tu surréagis, Jenna. Ce truc était sous contrôle. Papa gérait ça. On l'utilisait stratégiquement. C'est ce que font les familles. Je lui ai rappelé la fois où il m'avait appelé en pleurant à 2 heures du matin parce qu'une affaire avait mal tourné et qu'il avait besoin que je signe, juste ce truc, pour ne pas tout perdre. Je lui ai rappelé les vacances, les dîners et les surclassements qui étaient passés sur des comptes liés à ma sécurité sociale, pendant que je mangeais des nouilles instantanées dans cet appartement. Il n'a pas nié. Il a juste levé les yeux au ciel et a dit, tout finit par s'équilibrer. Tu en as profité aussi. Tu as pu venir au chalet, non? C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a craqué. J'ai reculé, ouvert la porte en grand et pointé mon minuscule salon du doigt. Tu vois un chalet ici, Ryan? Tu vois un compte épargne engraissé par tes investissements? Tu vois le moindre des avantages dont tu es si sûr que j'ai profité? Tout ce que je vois, ce sont des factures à mon nom, et une famille qui pensait que je ne les lirais jamais vraiment. Il a riposté en disant que je gâchais tout. Que maman n'avait pas arrêté de pleurer. Que papa était furieux. Que ça allait le suivre pendant des années. Tu vas me coûter ma carrière parce que tu n'as pas supporté une blague et quelques signatures, a-t-il dit, la voix montant. Ce n'était pas une blague quand tu m'as traité de raté devant tout le monde, ai-je dit doucement. Et ce n'était pas juste quelques signatures. C'était ma vie. Pendant une seconde,
quelque chose comme de la culpabilité a traversé son visage. Puis il l'a refoulé. Bien, a-t-il claqué. Tu veux jouer à ça? J'amène papa. Il t'expliquera. Il est parti sans attendre de réponse. 1 heure plus tard, on a frappé à nouveau. Plus doucement, mais d'une certaine manière, plus lourdement. Quand j'ai ouvert la porte, mon père se tenait là, dans une chemise repassée et avec ce même masque calme qu'il utilisait avec les clients, comme si c'était juste une autre négociation. Il n'a pas demandé à entrer. Il est juste passé devant moi et a pris la seule chaise décente, comme si elle lui revenait par défaut. Je suis resté debout. Jenna, a-t-il commencé, parlons entre adultes. Tu as pris des décisions impulsives. Tu affectes bien plus que toi-même. Je lui ai dit que j'étais parfaitement heureuse de parler entre adultes. Les adultes lisent ce qu'ils signent. Les adultes ne cachent pas de dettes au nom de leurs enfants. Les adultes ne disent pas à leur fille qu'une maison est pour son avenir pour ensuite jouer les choqués quand elle la traite comme si elle l'était vraiment. Sa mâchoire s'est serrée. Le chalet était un bien familial, a-t-il dit. Nous le gérions pour toi. Tu n'avais aucune idée de comment gérer une chose pareille financièrement. Nous sommes intervenus pour te protéger. Non, ai-je dit, vous êtes intervenus pour l'utiliser. J'ai fait glisser le dossier que j'avais rapporté de chez Maya et Harold hors de la table et je l'ai ouvert, étalant les copies de l'acte, les relevés de lignes de crédit, les notes d'Harold sur la mise à jour du plan successoral. J'ai pointé le testament de mes grands-parents, la ligne qui me léguait explicitement la propriété. Je lui ai montré où mon nom avait été tissé dans des prêts et des comptes qui n'avaient rien à voir avec moi. Pour la première fois depuis qu'il était entré, il n'a pas eu de réponse rapide. Il a scanné les pages, ses yeux bougeant plus vite sur les parties avec l'entête d'Harold. Quand il a réalisé qu'Harold avait accepté de corriger les papiers, de clarifier par écrit qui était responsable de quoi, une rougeur a grimpé le long de son cou. « Tu es allé voir Harold » a-t-il dit lentement. « Sans nous. » J'ai haussé les épaules. « Tu lui fais confiance, non ? C'est le meilleur. C'est ce que tu as toujours dit à tout le monde. » Il a reposé les papiers et s'est pincé l'arête du nez. « D'accord, » a-t-il dit, la voix plus basse. « Peut-être qu'on a flouté quelques lignes au fil des ans. Mais tu en fais un spectacle. Ce poste que tu as fait, les appels qu'on reçoit, les questions. Tu as une idée d'à quel point j'ai travaillé dur pour bâtir notre réputation ? Je lui ai dit que sa réputation était son souci. Ma seule préoccupation était mon nom, mon crédit, mon avenir. Il a essayé un angle différent alors, le plus doux. Nous sommes tes parents, Jenna. Les familles partagent les risques. Nous t'avons aidé quand tu en avais besoin. Nous avons couvert des choses. Nous t'avons prêté de l'argent. Je lui ai demandé s'il avait la moindre documentation de prêt à mon égard qui ressemblait, de près ou de loin, à la paperasse méticuleuse attachée à chaque faveur que j'avais jamais faite pour eux. Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a soupiré et s'est adossé, passant à ce qu'il pensait probablement être son atout majeur. « Qu'est-ce que tu veux » a-t-il demandé. « De l'argent ? Des excuses ? Tu veux qu'on signe quelque chose ? Dis-moi juste ce qui fera disparaître tout ça et on pourra discuter. » J'ai pris une inspiration et j'ai réalisé que c'était la différence entre nous. Il pensait que tout avait une étiquette de prix. Je lui ai dit que je ne voulais pas d'argent pour me taire. Je ne voulais pas d'un règlement secret ou d'une promesse en coulisses. Je voulais que les comptes soient réparés, ce qui était déjà en cours. Je voulais que le plan successoral reflète la réalité, ce sur quoi Harold travaillait. Et je voulais qu'ils arrêtent de parler de moi comme si j'étais à la fois un fardeau et un plan de secours. Je voulais sortir de la partie financière de notre famille. Il m'a regardé comme si je parlais une autre langue. « Tu ne peux pas juste te retirer de la famille, Jenna » a-t-il dit. « Tu l'as déjà fait » ai-je répondu. « Tu m'as retiré quand tu m'as invité à dîner juste pour pouvoir rire de moi. Ça, c'est moi qui rattrape le temps perdu. » Pendant un long moment, l'appartement était silencieux, à l'exception du bourdonnement de mon frigo. Puis son téléphone a vibré. Il a baissé les yeux et j'ai vu le nom de ma mère s'allumer sur son écran avec un aperçu de son texto, « Les acheteurs emménagent déjà dans notre chalet. Les gens posent des questions. S'il te plaît, arrange ça. » Il s'est levé soudainement, paraissant plus vieux que j'avais l'habitude de le voir. « Tu as commis une grave erreur » a-t-il dit. « Nous verrons quelles sont nos options. » Je lui ai dit que c'était très bien, et que j'avais gardé chaque email,
chaque document, chaque capture d'écran, et Carole et Maya avaient tous deux des copies. Pour la première fois, j'ai vu mon père réaliser que l'équilibre du pouvoir avait changé. Il est parti sans claquer la porte, ce qui, d'une certaine manière, semblait pire. Ce soir-là, ma mère m'a appelé 3 fois et a laissé 3 messages vocaux différents. Dans le premier, elle était furieuse, m'accusant de trahison. Dans le second, elle sanglotait en disant que leur tradition d'été était ruinée, que le chalet avait été le cœur de la famille. Dans le troisième, sa voix était petite et à vif, d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant, alors qu'elle chuchotait que des gens de l'église lui envoyaient mon poste, qu'elle ne savait pas quoi dire, que peut-être ils étaient allés trop loin. Je les ai écoutés une fois, puis j'ai posé le téléphone face contre table. Pendant des années, leur sentiment avait été la météo dans notre maison, contrôlant ce que tout le monde était autorisé à ressentir. Pour une fois, c'était à eux de subir la tempête, pas à moi. Et sous toute leur colère et leur panique, sous les menaces et la culpabilisation, il y avait une simple vérité qu'ils étaient enfin forcés de regarder en face. Sans mon nom pour soutenir discrètement leur vie parfaite, ils allaient devoir tenir debout par eux-mêmes. Ce qu'il y a de drôle avec les conséquences, c'est qu'elles n'arrivent pas toutes d'un coup, comme une grande explosion de cinéma. Elles s'insinuent à travers des emails, des papiers révisés et des conversations gênantes dans des bureaux que vos parents possédaient autrefois. Une semaine après que mon père soit sorti de mon appartement, Harold m'a appelé lui-même. Sa voix était mesurée, mais il y avait une pointe de quelque chose ressemblant presque à de l'approbation. Il m'a dit qu'il avait rencontré mes parents, qu'il leur avait expliqué les changements qu'il effectuait. Le plan successoral avait été mis à jour pour refléter ce que mes grands-parents avaient réellement écrit toutes ces années auparavant, et non la version que mes parents avaient lentement tordue en quelque chose de plus pratique. La valeur du chalet, maintenant vendu, était enregistrée comme quelque chose que j'avais déjà reçu et contrôlé, et non comme un vague bien familial qu'il pouvait faire miroiter quand il se sentait généreux. Les lignes de crédit étaient annotées pour qu'il soit clair à qui elles appartenaient. Si quelqu'un posait la question, il y aurait une trace écrite disant que j'avais demandé de la clarté et qu'il l'avait encouragé. Traduction, si mes parents essayaient de m'entraîner dans un pétrin juridique, il l'entraînerait lui aussi. Et il n'était pas prêt de laisser ça arriver. Une fois cette pièce en place, je me suis autorisé à respirer. Quand l'argent du chalet est arrivé sur mon compte, je ne suis pas parti faire une virée shopping vengeresse. J'ai remboursé les dernières de mes propres dettes légitimes. J'ai mis de côté les impôts parce que Maya m'avait regardé droit dans les yeux en disant « Je t'aime, mais le fisc se fichera de tes drames familiaux ». Puis j'ai fait une chose juste pour moi. J'ai signé un bail pour un petit studio lumineux dans un immeuble pas loin de mon appartement. Un endroit avec de grandes fenêtres et des parquets éraflés où je pouvais vraiment étaler mes idées de jeu sans les mettre en équilibre sur le bord de ma table de cuisine. La première fois que j'ai déverrouillé cette porte et que je suis entré dans une pièce qui était la mienne, pas la nôtre ou celle de la famille, j'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine, quelque chose dont je ne savais même pas que c'était serré. J'ai accroché quelques croquis encadrés de jeux sur lesquels j'avais travaillé, j'ai posé mon ordinateur sur un bureau d'occasion, et j'ai envoyé une photo à Maya. Elle a répondu par 3 mots, il était temps, Jenna. Du côté de la ville où vivaient mes parents, les choses semblaient différentes. Ryan a dû se séparer du condo élégant dont il était si fier et emménager dans une maison de ville plus petite. Certains clients sont restés, d'autres ont doucement dérivé vers d'autres conseillers qui n'avaient pas d'activités inhabituelles, assombrissant leur rapport. Ma mère publiait toujours sur Facebook et Instagram, mais le ton avait changé. La vantardise constante s'était adoucie en quelque chose de plus prudent, comme si elle était consciente que les gens lisaient vraiment entre les lignes. Puis, un après-midi, quelques semaines après tout ça, elle m'a envoyé un message me demandant si on pouvait se rencontrer quelque part de neutre, juste nous deux. J'ai accepté avec des conditions. Pas de discussion d'argent, pas de culpabilisation, pas de faire semblant que rien ne s'était passé. Nous nous sommes rencontrés dans un café. Elle paraissait plus petite sans l'armure de notre maison autour d'elle. Pendant 1 minute, nous sommes restés assises là à remuer nos boissons, le silence entre nous rempli de toutes les choses que nous n'avions jamais dites. Puis elle a fait quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Elle s'est excusée. Pas le genre de demi-excuse avec laquelle j'ai grandi, la manœuvre du « je suis désolé si tu as ressenti ça ». Une vraie excuse. Elle a dit qu'elle était désolée de s'être moquée de moi au dîner. Elle était désolée d'avoir appelé ça de la pitié alors qu'en réalité, c'était du contrôle. Elle était désolée d'avoir signé mon nom sur des choses sans penser à ce que ça me coûterait. Elle a dit qu'elle avait passé des années à se dire qu'il m'aidait,
que c'était pour mon propre bien, parce que cette histoire rendait plus facile d'ignorer les façons dont il m'utilisait. J'ai écouté. Je ne me suis pas précipité pour la réconforter. Quand elle a fini, je lui ai dit que j'appréciais les excuses, mais que les mots n'allaient pas tout réinitialiser par magie. Je lui ai dit que je ne les coupais pas complètement de ma vie, mais que la version de moi à laquelle ils étaient habitués, celle qui signait tout ce qu'on mettait devant elle pour préserver la paix, avait disparu. À partir de maintenant, pas de compte joint, pas de faveur qui ressemble à la ligne de crédit d'urgence familiale, plus d'utilisation de mon travail ou de ma vie comme chute de blague pour qu'ils se sentent mieux. S'il voulait une relation avec moi, ce serait à des conditions qui ne m'obligeraient pas à rétrécir. Elle a hoché la tête, les yeux brillants, et pour une fois, n'a pas discuté. Mon père a mis plus de temps. Il n'a jamais prononcé les mots « je suis désolé » à voix haute. Pas exactement. Mais il a arrêté d'essayer de me convaincre que j'avais surréagi. Quand nous avons finalement parlé, des mois plus tard, il a admis qu'il avait supposé que je ne résisterais jamais, qu'il ne pensait pas que je remarquerais la façon dont les choses étaient organisées parce que « tu ne t'es jamais soucié de l'argent ». Je lui ai dit que ne pas se soucier de l'argent et ne pas se soucier qu'on vous mente étaient deux choses très différentes. Nous ne sommes pas une famille chaleureuse qui se fait des câlins maintenant. Il y a encore des pauses bizarres dans les conversations, encore un fossé entre le monde qu'ils ont construit et celui que j'ai choisi. Mais il y a aussi quelque chose que nous n'avions jamais eu auparavant. Des limites. Ils se tiennent de leur côté avec leurs choix. Je me tiens du mien avec les miens. Voici la chose que j'aurais aimé qu'on me dise il y a des années. La chose que je veux que vous entendiez, si une partie de ceci vous semble familière, la famille peut être une source d'amour et de soutien, mais cela ne leur donne pas des droits illimités sur votre temps, votre énergie ou votre signature. Être apparenté à quelqu'un ne signifie pas que vous lui devez votre score de crédit, vos économies ou votre silence. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de lire les petits caractères, de poser des questions inconfortables et de dire non quand tout le monde s'attend à ce que vous disiez oui. Cela ne vous rend pas ingrat. Cela vous rend responsable. Cette histoire n'est pas un conseil juridique, et si vous faites face à quelque chose de similaire, vous devriez absolument parler à un vrai avocat ou à un conseiller financier avant d'agir. Mais j'espère qu'elle vous rappellera ceci, vous n'êtes pas un filet de sécurité, et vous n'êtes pas une chute de blague. Vous avez le droit de devenir trop grand pour le rôle que votre famille a choisi pour vous. Vous avez le droit de reprendre votre nom. Et si vous avez un jour dû choisir entre préserver la paix et préserver votre respect de vous-même, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul à avoir fait ce choix.